Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ouais, parfait. Go. Super. Donc, pour résumer, aujourd'hui, je vais parler d'automatisation de la gestion des vulnérabilités et effectivement, je vais pas du tout faire une présentation, commerciale. Je vais même pas, en fait, montrer le produit CyberWatch, mais simplement pour, démarrer un petit peu. CyberWatch, effectivement, on a une certaine expertise en gestion des vulnérabilités et je fais partie des cofondateurs de cette société-là qui a été créée en 2015 et qui a rejoint le groupe Framatome, en 2022. Donc Framatome, c'est une filiale du groupe EDF et donc on travaille quand même avec, de belles sociétés. On fait partie même d'une belle société qui même fait partie de l'État français maintenant puisque EDF a été nationalisé. Donc quand, tout à l'heure on disait, qu'on essaie de mettre en avant des solutions françaises, bah, on est vraiment une solution française. Aujourd'hui, on a un impact assez important au niveau de la gestion des vulnérabilités en France et on est plutôt content d'avoir réussi à faire ça. Et si jamais je résume, je pense que notre approche qui nous a permis de percer un petit peu, c'est parce qu'on a vraiment mis l'accent sur un sujet qui était pas forcément à la mode il y a quelques années, mais qui prend de plus en plus d'ampleur et je pense que vous allez beaucoup en entendre parler en 2024, c'est la priorisation des vulnérabilités. Et en fait, aujourd'hui, le sujet numéro 1, c'est comment on fait pour, optimiser tout ça, pour industrialiser cette approche-là. Alors, pourquoi il y a besoin d'automatiser la priorisation des vulnérabilités? Bah, c'est tout simplement parce que le nombre de vulnérabilités qui sont publiées dans la base CVE, ça a totalement explosé. Le pourquoi, on pourrait le justifier par le fait que déjà, c'est plus facile de publier des vulnérabilités maintenant. Il y a des formulaires beaucoup plus industrialisés d'une part, et d'autre part, en fait, ça fait de plus en plus bien sur un CV pour un étudiant de dire: «Ah, j'ai trouvé une vulnérabilité» et tout le problème, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont aller publier des vulnérabilités dans la base CV parce qu'encore une fois, c'est plus facile de le faire et que ça fait bien sur le CV. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de barrière à l'entrée du point de vue qualitatif de ces CVE. C'est-à-dire qu'en fait, une personne qui va trouver une CVE qui fait pas grand-chose va quand même pouvoir la publier, pour la mettre en avant sur son CV pour essayer de se faire recruter derrière et ça va noyer un petit peu le monde entier dans la masse de vulnérabilités publiées comme ça. Et ça, c'est un vrai mouvement qu'on a vu arriver courant 2016 et on voit bien le petit pic en 2017 comme ça sur le graphe que je vous montre ici. Ça donne lieu maintenant à un mème que j'aime bien montrer sur, mes présentations. C'est si jamais on regarde quels sont les objets les plus lourds dans l'univers, bah, il y a le soleil, il y a les étoiles à neutrons, il y a les trous noirs et puis malheureusement, il y a des rapports de scan de vulnérabilité et tout l'enjeu donc c'est comment on se sort de ça? Comment on fait pour passer à une approche où on a des vulnérabilités réellement pertinentes parmi la masse de vulnérabilités qui sont présentes dans le système d'information? Et donc, la proposition que je vais vous formuler aujourd'hui et qu'on va regarder ensemble, c'est que l'automatisation de la gestion des vulnérabilités, donc la priorisation de ces vulnérabilités, c'est en fait aujourd'hui quelque chose de tout à fait possible. Et je pense même que vous le verrez de plus en plus arriver donc en 2024 auprès de plein d'autres éditeurs aussi que CyberWatch, à partir d'une combinaison du score CVSS complet, je reviendrai sur cette définition après, du score EPSS et d'informations directement issues de certes gouvernementaux, des autorités. Et donc c'est en combinant ces 3 facteurs-là que vous pouvez vraiment automatiser la gestion de vos vulnérabilités, même avec un simple fichier Excel. Vous pouvez vraiment industrialiser tout ce processus-là. Donc le paramètre, le numéro 1, c'est le CVSS complet qu'on va nommer en 2024 et même, vous en entendrez parler comme ça après, c'est CVSS BTE. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que cet acronyme et donc le CVSS, tout le monde connaît ou presque, c'est le standard historique, hein, pour analyser toutes les CVE qui sont présentes dans un système d'information. Et en fait, quand on parle de CVSS BTE ou de CVSS complet, c'est qu'on combine ce qu'on appelle le score de base du CVSS, qui est directement issu du site du NVD, le score temporel qu'on peut calculer et qu'on peut renseigner dans le standard CVSS. Et ce score temporel, en fait, il faut le lier à des données de CTI, donc des données de Threat Intelligence. En gros, il s'agit simplement de déterminer si la vulnérabilité, elle a ou pas des kits d'attaque disponibles sur Internet. Donc ça, c'est assez facile à faire. Et puis le dernier volet, c'est le score environnemental qui va dépendre de paramètres que vous pouvez définir sur vos actifs. Ça vous permet de dire, là, j'ai des exigences de confidentialité, intégrité, disponibilité. Et puis, ça vous permet aussi de rajouter des plafonds sur les scores. C'est-à-dire que, par exemple, un actif qui est très exposé sur internet, vous allez dire: «Bah,
toutes les valeurs m'intéressent. Par contre, vous allez pouvoir aussi dire un actif qui n'est pas du tout exposé sur Internet, un actif qui est très enfoui dans mon système d'information, vous allez pouvoir dire, bah, finalement, lui, il ne sera attaquable qu'au mieux via un réseau adjacent, voire un accès local. Et ça va vous permettre de renseigner ce qu'on appelle la valeur Modified Attack Vector et de dire, bah, en fait, finalement, une vulnérabilité qui serait normalement exploitable du point de vue réseau, je vais abaisser sa note et la maximaliser la plafonner à réseau adjacent, par exemple. Et donc, score de base, le B, score temporel, le T et le score environnemental, ça donne lieu à un nouvel acronyme que vous verrez émerger via le CVSS version 4, qui est sorti, mais qui n'est pas encore totalement utilisé dans le monde entier, et sous l'acronyme CVSS BTE, et qu'en fait, on peut déjà appliquer finalement aussi au CVSS version 3, qui est la version présente dans la plupart des logiciels du marché aujourd'hui. Alors, donc, déjà, première petite chose par rapport à ça, c'est vraiment jamais utiliser le CVSS de base. Pensez à toujours utiliser le CVSS complet ou le CVSS BTE parce que sinon, vous n'allez jamais vous en sortir. En fait, sinon, toutes les vulnérabilités seront évaluées de la même manière dans tout votre système d'information. Ça n'a pas de sens. Et un exemple d'analyse pour une vulnérabilité donnée, donc par exemple avec la CVE 2020 15254, donc qui a un score de base à 9,8 sur 10, et bien en fait, si jamais vous renseignez les valeurs appropriées dans la partie environnementale, et ben vous pouvez aboutir à un score de 9,6 sur 10. Et sur un autre actif qui, lui, va être attaquable par exemple que physiquement, on va plafonner la valeur aux accès physiques, donc sur cette machine-là, et on va tomber à un score de 4,9 sur 10. Donc en gros, on peut déjà littéralement diviser par 2 une valeur du score CVSS comme ça pour deux actifs différents. Donc un actif où on va avoir une valeur assez proche et un autre actif pour lequel la valeur va être divisée par 2, tout simplement via les paramètres environnementaux du score CVSS. Donc ça, je pense que tout le monde connaît le CVSS. Si jamais vous travaillez aussi avec l'ISC2, je ne vais pas rentrer dans les détails du coup. Par contre, on va aborder aussi un autre score un peu plus intéressant juste après. Donc, déjà, première limite qui va nous mener vers ce score un peu plus intéressant, c'est que le CVSS de base, il ne suit pas du tout une loi normale. Si jamais on regarde les statistiques, par exemple, des vulnérabilités publiées en 2022, eh ben, la moyenne, elle est aux alentours de 7,18 sur 10. Or, au-dessus de 7, ça correspond à un niveau qu'on appelle élevé dans les seuils de base du standard. Et la médiane, pareil, de ces scores-là, c'est 7,5. Donc en gros, ça veut dire qu'il y a la moitié des vulnérabilités qui sont au-dessus de 7,5 sur 10. C'est quand même pas terrible dans ce cas-là pour un score si on se dit que la moitié des vulnérabilités sont censées être graves. Et donc, si on regarde un petit peu, c'est un premier problème. Et le deuxième problème qu'on voit avec le score CVSS, c'est que autant le CVSS de base, tout le monde s'en sert, autant le CVSS temporel, il y a pas mal de personnes qui s'en servent aussi parce qu'il affecte directement une vulnérabilité. Autant le score CVSS environnemental, il dépend de paramétrages à faire sur l'ensemble de vos actifs dans les solutions que vous pouvez utiliser. Et ça, du coup, il y a peu de RSSI qui prennent le temps de faire cet effort de renseignement, cet effort de saisie. Alors pourtant, même ça peut s'automatiser. Et la conséquence, c'est que le CVSS BTE est trop peu utilisé, donc on se retrouve avec de plein fouet les biais du score CVSS de base. Donc, il faut trouver une autre solution qui permet finalement à des RSSI de gagner du temps de base, même sans renseigner la partie critères environnementaux. Et donc, on va essayer de regarder comment éviter aussi pareil, quelque chose qu'on retrouve le lendemain de chaque patch Tuesday si jamais on ne fait pas ce travail de contextualisation des vulnérabilités, qui est qu'on a du rouge partout dans le système d'information dès qu'il y a les vulnérabilités Microsoft, parce que Microsoft est très utilisé dans les entreprises. Et donc, paramètre numéro 2, un score que vous avez peut-être déjà vu ou alors dont vous avez peut-être juste entendu parler, c'est le score EPSS pour Exploit Prediction Scoring System. Et là, en fait, vraiment, c'est un algorithme à la base du machine learning. On a des données des vulnérabilités passées qui ont été réellement utilisées. On va regarder comment on peut s'en servir pour prédire la dangerosité de vulnérabilités nouvelles. Et donc, c'est un autre score qui est publié par le FIRST, sachant que le FIRST, c'est aussi l'entité qui est derrière le score CVSS. Et ça définit la probabilité qu'une vulnérabilité soit utilisée avec succès dans les 30 prochains jours. Ça ne veut pas dire que vous allez à coup sûr vous faire attaquer avec des vulnérabilités qui auraient des probabilités très élevées, mais en tout cas, c'est ce que ça essaye de refléter. Donc, c'est un score qui varie entre 0 et 1 et qui est exprimé souvent sous forme de pourcentage. L'idée,
c'est que l'EPSS, il a été calculé à partir de toutes les vulnérabilités passées. Ils ont aussi défini 1164 variables. Donc, c'est des éléments comme est-ce que la vulnérabilité, elle est liée à Microsoft? Ça, c'est fait par une variable. Deuxième variable, est-ce qu'elle est mentionnée dans Metasploit? Troisième variable, est-ce qu'il y a un vecteur d'accès réseau pour la vulnérabilité? Quatrième variable, est-ce qu'il y a beaucoup de liens ou très peu dans la fiche du NVD? Et en plus de ça, ils ont récupéré des bases de vulnérabilité réellement exploitées qui ont été calculées à partir de sondes réseau. Alors, c'est des sondes réseau principalement américaines ou israéliennes aujourd'hui qui ont été utilisées pour faire ça. Donc, il y a forcément un biais aussi dans l'analyse de ces éléments-là. Mais l'idée, c'est à partir de toutes ces données-là, ils ont fait un modèle mathématique qui fait que pour chaque vulnérabilité, eh ben, ils calculent les 1164 variables et ça donne une valeur finale comprise donc entre 0 et 100%. Et c'est un score qui est assez discriminant, c'est-à-dire qu'il y a près de 95% des vulnérabilités de la base CVE qui ont un score EPSS inférieur à 20%. Et en fait, la médiane, elle est même à 0,143%. Quand on lit ce score-là, on pourrait dire il a fait une erreur, il voulait dire 14,3%. Non, non, c'est vraiment 0,143%. Et donc, quand on met en avant le score EPSS, ça permet vraiment de faire émerger tout de suite des tendances très fortes au niveau des vulnérabilités. Du coup, quand on représente les informations liées au score EPSS de manière un peu pragmatique et qu'on se dit à quoi ça sert, eh ben, on peut représenter avec ce graphe-là, ça sert à faire des analyses des vulnérabilités via un double seuil. C'est-à-dire qu'on va se dire, je vais écréter mes vulnérabilités en fonction de leur score CVSS d'une part, mais aussi et surtout en fonction de leur score EPSS. Et donc, ça permet de se dire, je vais fixer deux barres qui sont représentées sur ce graphe ici, et je vais m'intéresser aux vulnérabilités qui dépassent à la fois un seuil CVSS que je vais définir et un score EPSS que je vais également fixer. Et donc, ça permet de regarder vraiment ce qui est situé en haut à droite de ce graphe, donc, pour lequel on a en abscisse le score CVSS et en ordonnée le score EPSS. Le problème, par contre, il y a forcément un autre problème, il n'y a aucun modèle parfait. Et donc, ce n'est pas un modèle qui est magique non plus, le PSS. Si on prend par exemple la CVE 2020 1577, et ben en fait, le PSS il était assez élevé, 70% à peu près. Et en fait, l'exploitabilité de cette vulnérabilité, elle était quasiment nulle d'après Microsoft. Et donc, ça, c'est les effets de biais. En fait, Microsoft pèse pour beaucoup dans les calculs de l'EPSS, par exemple. Le deuxième, le deuxième biais comme ça qu'on peut avoir aussi, pareil dans le côté, c'est pas un score magique. On a la même chose avec la CVE 2021 36 934, où là, en fait, elle est mentionnée carrément dans les bases des autorités, notamment le CISAQEV. Donc, le CISAQEV, je reviendrai juste après là-dessus. Et en fait, même Microsoft dit qu'il y a une exploitation probable de cette vulnérabilité et elle a un score EPSS de 0,09% parce que, en fait, parmi tous les 1164 variables, là, tous les paramètres, eh ben, elle n'a pas allumé les bons faisceaux qu'il fallait. Et donc, ce n'est pas un score qui est magique, encore une fois. Et donc, le troisième paramètre que nous, on recommande de prendre en compte dans la priorisation, c'est les données des autorités. En fait, il s'agit de réutiliser le résultat du travail des équipes des CERT gouvernementaux. Donc, il y a des CVE qui sont suivis en fait par les autorités. Tout à l'heure, je parlais de la base du CISAQEV. Le CISAQEV, c'est une liste qui est établie par le CISA. Le CISA, c'est une entité américaine qui travaille sur tout ce qui est sécurité informatique pour l'État américain. Du coup, c'est un petit peu comme l'ANSSI pour la France. Et en fait, le KEV, c'est Known Exploited Vulnerability. Le CISA utilise des sondes qui regardent un petit peu ce qui se passe sur Internet, et lorsqu'ils voient des vulnérabilités qui sont en train d'être utilisées sur Internet, eh ben, ils vont aller mentionner ces vulnérabilités dans une liste, et c'est une liste vraiment qui fait l'objet d'une sélection manuelle, d'une saisie manuelle. Elle est construite par des gens qui réfléchissent au quotidien. Donc elle a beaucoup de valeur, cette liste, finalement. Et donc, nous, ce qu'on vous recommande, c'est de suivre cette liste-là qu'on peut trouver. Alors, c'est directement dans les slides, donc on pourra envoyer les slides, après, il n'y a pas de souci. Et en fait, on recommande aussi de regarder une autre source d'information, donc qui est un peu l'équivalent en France, c'est les alertes de sécurité du CERT-FR, qui est le CERT de l'ANSSI. Attention là-dessus, ne regardez pas forcément les avis du CERT de l'ANSSI, parce que les avis, il y en a beaucoup qui sont publiés, pas nécessairement pour des vulnérabilités qui sont très graves. Par exemple, à chaque fois qu'il y a des vulnérabilités Microsoft, vous aurez un bulletin dans la base du CERT-FR AVI, donc les bases des avis de l'ANSSI, tandis que par exemple, le CERT-FR ALE, c'est vraiment les alertes qui méritent votre attention de manière critique. Pour information, le CERT-FR ALE fait l'objet de moins
de publication. En fait, l'ANSSI est très sélective sur les vulnérabilités qui méritent vraiment l'attention dans les alertes de sécurité, alors que le CISAQEV, on trouve beaucoup plus d'informations. Autre point important, c'est que le CISAQEV, quand des vulnérabilités y figurent, eh bien, il y a des agences américaines qui ont obligation de traiter la vulnérabilité. Quand je dis traiter, ça veut dire prendre une décision dessus, ça ne veut pas forcément dire la corriger. Mais en tout cas, il y a des agences américaines qui sont obligées de se prononcer sur ce qu'elles vont faire et quand elles vont le faire pour les vulnérabilités qui sont mentionnées dans la base du CISAQEV. Donc, c'est extrêmement sérieux. Et finalement, si jamais on reprend un petit peu les informations que je vous ai fournies tout à l'heure, globalement, ce que je dis, c'est que le score CVSS, quand on ajoute le critère de l'EPSS, ça devient assez intéressant pour écrémer les vulnérabilités. Et par contre, malheureusement, le PSS parfois a raté des vulnérabilités qui sont mentionnées par les autorités. Et bien, du coup, ce qu'on propose tout simplement, nous, aujourd'hui, c'est de dire, combiner tout ça. Regardez les vulnérabilités qui dépassent à la fois un seuil CVSS et un seuil EPSS donné, mais rajoutez aussi les vulnérabilités qui sont mentionnées dans des CERT qui vous intéressent, que ce soit un CERT interne, ou alors le CISAQEV, ou alors la base du CERT-FR ALE, donc qui est gérée par l'ANSSI. Et si mais vous faites ça, vous aurez une couverture beaucoup, beaucoup plus efficace de vos vulnérabilités. La bonne nouvelle, c'est que tout ça, je vous ai dit tout à l'heure, en fait, vous pouvez le faire même avec un fichier Excel. C'est-à-dire que vous pouvez récupérer le vecteur CVSS de base depuis le site du NVD par API, et vous pouvez construire après directement le CVSS BTE à partir de tout ça, donc le CVSS complet. Donc, même si jamais vous n'avez pas de scanner de vulnérabilité, vous pouvez faire ça de base. Vous pouvez également requêter l'API du first pour récupérer le score EPSS. Et donc, ça vous donne les valeurs aussi directement. On peut le faire avec Excel et Power Query et tout, par exemple. Et puis, vous pouvez aussi récupérer des données directement depuis l'ANSSI ou depuis le CISA. Le CISA fournit des JSON avec la liste des vulnérabilités qu'il mentionne dans le CISAQEV. Et pour l'ANSSI, il faut plutôt regarder les flux RSS. Et donc, vous pouvez utiliser tout ça de votre côté. Et en fait, nous, c'est ce qu'on implémente typiquement dans le logiciel de CyberWatch. Et en fait, sincèrement, je pense que ça a été dans les bonnes idées qu'on a pu avoir aujourd'hui. Ça a aidé pas mal de nos clients et on voit qu'on n'est pas les seuls à avoir eu cette bonne idée-là. Il y a beaucoup d'acteurs maintenant sur le marché qui se lancent dans la priorisation multiparamètres comme ça, avec CVSS et EPSS et des listes qui sont faites de manière manuelle. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous indiquer, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez faire une gestion des vulnérabilités de manière automatique, en fait, c'est possible. Même si vous n'avez pas d'outils en soi, vous pouvez requêter des API ou des fichiers qui existent déjà et qui sont accessibles gratuitement. Et si jamais vous avez des solutions qui récupèrent des informations, vous pouvez les enrichir et les donner pareil. Et sinon, vous pouvez aussi regarder des solutions qui récupèrent tout ça et qui font ce calcul-là automatiquement pour vous. J'essaie de toujours faire très synthétique. J'espère que j'ai tenu les délais et Oui, que j'ai été exactement, synthétique. à la minute près, Eh bien, bravo. parfait, parfait. Et donc, si Question jamais il y a des bête. questions, avec grand plaisir. Moi, je commence la question bête. Moi, j'ai une première question. Donc, nous, on voit qu'on peut combiner les seuils EPSS et CVSS pour la priorité. Maintenant, moi, je veux toujours ajouter comme paramètre dans la criticité de l'asset lui-même. C'est-à-dire, en fait, OK, bon, la vulnérabilité, elle est critique, on sait, mais si elle est appliquée à un asset qui est dans la pré-prod ou qui est dans la, je sais pas, dans la qualif ou dans le test, c'est pas quelque chose qui est comme c'est quelque chose qui est exposé sur Internet ou qui est sur un environnement critique. Tout à fait. Et du coup, en fait, ça, c'est quelque chose qu'on peut déjà refléter aujourd'hui avec le standard CVSS. En fait, il faut simplement renseigner les critères environnementaux. C'est-à-dire que, par exemple, pour des assets qui sont peu critiques, on peut dire, je vais avoir des exigences de confidentialité, d'intégrité et de disponibilité qui vont être qui vont être, par exemple, à un niveau bas, à un niveau low. Et donc, ça va abaisser naturellement la note de la vulnérabilité. On le voit ici sur le petit exercice ici. En fait, une vulnérabilité qui était à 8.3, le fait de juste passer les valeurs de confidentiality requirement, integrity requirement et availability requirement à low, on voit que ça fait passer à 5.9 la valeur finalement qu'on appelle ici le Ouais, je CVSS vois. Ouais. BTE. Et du coup, en fait, quand je disais qu'il fallait utiliser le score CVSS tout à l'heure au niveau des seuils, effectivement, il faut calculer le CVSS BTE si jamais on veut utiliser l'approche ultra performante. Et en fait, typiquement, nous, quand on fait les calculs ici
des vulnérabilités qui sont à la fois avec un seuil CVSS qui est dépassé et EPSS qui est dépassé, autant le PSS il ne dépend pas des actifs, autant le CVSS va dépendre des actifs, donc pré-prod ou prod et tout, par exemple dans ton exemple. Et typiquement, ça fait qu'une même vulnérabilité va peut-être être marquée comme étant prioritaire sur un actif A, mais pas du tout prioritaire sur un actif B, du Très coup. bien, très bien, parfait, j'ai compris. Merci beaucoup, Maxime. Merci beaucoup, merci Maxime, merci Cyberwatch. Est-ce S'il qu'il y n'y a a d'autres pas, questions? ouais, s'il y a pas d'autres questions. Non, on a une remarque de Monsieur Ben Sedrin qui dit que les améliorations sur le scoring vont aider les équipes à mieux gérer et prioriser les traitements. C'est le problème de la prod. Toujours, on a une liste 1000 vulnérabilités à traiter. Très bien, Et merci. alors tout à fait, juste une petite chose pour peut-être finir là-dessus et en plus rebondir sur ta remarque, Elmi, c'est juste pour dire que en fait, la dernière chose, nous, qu'on a vraiment vu émerger parmi des clients, justement, c'est qu'en fait, les clients qui ont des actifs où en fait, ils s'en moquent un petit peu, et ben, ils n'hésitent pas à même aller jusqu'à dire, finalement, ce qui m'intéresse, c'est uniquement les vulnérabilités mentionnées par le Bien CERT-FR sûr. de Ouais. l'ANSSI. C'est-à-dire qu'ils disent, en fait, tout ce qui est CVSS, EPSS, ça m'intéresse pas du tout. Tout ce qui est SIDAKEV, je m'en moque aussi. Par contre, en fait, je vais juste m'intéresser aux vulnérabilités qui sont mentionnées par le CERT-FR ALE pour ces actifs-là, tout simplement. Voilà. C'est très clair. Merci beaucoup, Maxime. Merci. Bravo pour la présentation. Merci. Euh, ok, très bien. Donc, ouais, Michel pose la question si combien ça va prendre du temps. Ça va prendre un peu de temps, comme tout changement, mais cette fois, ça sera une installation, une fois, une mise à jour qui sera très utile en tout cas.